Je vous remercie beaucoup, Cécile, de cette introduction. Et l'image que vous nous avez montrée, que vous m'avez montrée, est en effet assez fascinante parce qu'elle éclaire bien cette idée que les données, comme l'image, pourraient avoir une toute puissance absolue. Et c'est ce que je vais essayer de démonter et de démontrer un tout petit peu à travers un petit voyage dans les mythes et les imaginaires qui accompagnent le big data. Le big data, c'est un terme qui nous, maintenant, est familier. Il n'y a pas, je crois, aucun d'entre nous n'a pu échapper aux nombreux dossiers, livres, ouvrages, articles écrits sur ce thème. Et mon point de départ est de considérer que quand une rupture technologique ou une avancée technologique majeure a lieu et qu'elle impacte une société, ça n'est pas un mouvement qui ne va que dans un sens. Ça n'est pas une technologie neutre qui arrive et qui transformerait la société, mais on est dans un phénomène de rétroaction où les sociétés elles-mêmes peuvent impacter et formater d'une certaine façon le déploiement des technologies. Pour éclairer un peu tout ça, je vais prendre très rapidement deux exemples historiques qui vont permettre de comprendre mieux les enjeux qui se jouent autour du big data. Le premier exemple historique, a maintenant un peu plus d'un siècle, c'est quand l'électricité a été domestiquée, qu'on a pu faire des moteurs électriques, et tout un débat a commencé dans les sociétés européennes et nord-américaines pour savoir qu'est-ce que cette énergie électrique pourrait permettre. Pour certains, je pense à des utopistes, des proudhoniens, des gens comme Zola en France, mais ils avaient leur contrepartie américaine. Le moteur électrique qu'on pouvait miniaturiser, à la différence de la machine à vapeur, qui reste forcément géante et qui obligeait d'une certaine façon à la concentration ouvrière dans les fabriques, dans les usines du 19e siècle, le moteur électrique permettrait enfin de se débarrasser de l'usine et de se débarrasser de la concentration. On pourrait retourner à l'atelier, un atelier propre, un atelier hygiénique, et on pourrait de ce fait enfin réaliser la promesse que beaucoup portaient dans le mouvement ouvrier, qui est l'abolition du salariat. Rappelons-nous dans ces lieux que lorsque la CGT s'est créée en 1905, un des articles premiers de ses statuts, c'était la revendication de l'abolition du salariat pour revenir à ce que Proudhon préconisait, c'est-à-dire une société de petits producteurs qui pourraient chacun échanger leurs biens et leurs services. Donc on a cette vision-là qui existe et qui n'est évidemment pas ce qui s'est réalisé. Le moteur électrique a été en fait au cœur de la grande entreprise sur le modèle allemand et sur le modèle du taylorisme qui allait se développer quelques années plus tard. Le moteur électrique a permis à la chaîne industrielle de prendre toute son ampleur et d'aboutir à ce que Charlie Chaplin a décrit dans les temps modernes. Donc on voit bien que ce débat de société a eu une trajectoire très précise au début du XXe siècle, mais que ce débat-là a été revisité à nouveau un peu plus tard dans un tout autre monde et dans une toute autre technologie, même si elle a un petit rapport, qui est le monde de l'informatique, dans le grand tournant qu'elle a connu, cette informatique, dans les années 70. Rappelons-nous que l'ordinateur, dans les années 50 et 60, c'est d'abord une affaire militaire, et puis c'est l'affaire des grandes organisations. C'est les administrations d'État, c'est les banques, c'est les grandes entreprises elles-mêmes taylorisées. Et l'ordinateur est énorme et d'une certaine façon, l'être humain très hiérarchisé, on a les analystes programmeurs, les encodeuses, des femmes bien évidemment en bas de l'échelle, sont là pour nourrir la machine. Et c'est la machine qui compte, exactement comme cette image des temps modernes où on voit Charlie Chaplin nourrir la chaîne industrielle. Et on a eu, dans les années 70, une articulation entre deux ruptures technologiques. La première, c'est l'irruption du microprocesseur en 1973, mais c'est aussi la création du paquet, c'est-à-dire la capacité de découper l'information en paquets, un peu comme des paquets postaux, ce qui allait permettre d'inventer l'Internet et de le développer. Donc ces deux ruptures technologiques ont été saisies par un mouvement très profond de la société, qui était aux États-Unis, le mouvement des beatniks, puis des hippies, de cette contre-culture américaine des années 70, qu'on a connue nous en France après le mai 68, comme le reste du monde l'a connu dans la jeunesse. Et aux États-Unis, les jeunes, les Steve Jobs, puisque c'était cette génération-là, c'est Wozniak qui était exactement au cœur de cette contre-culture, ont estimé que l'ordinateur allait pouvoir permettre de donner plus de pouvoir à l'individu, à la personne humaine. Et ils ont développé le micro-ordinateur, qui s'est appelé plus tard le PC. Ils ont aidé au développement de l'Internet lui-même, dans un moment où les grandes organisations, que ce soit les grands opérateurs de télécommunications, mais surtout IBM, qui est l'acteur dominant de l'informatique de l'époque, méprisent profondément toutes ces avancées technologiques et considèrent que c'est évidemment à l'inverse de ce que doit être l'évolution de l'ordinateur. On connaît là la fin de l'histoire, c'est évidemment le PC et l'Internet qui l'a emporté face aux organisations centralisées et aux structures centralisées, mais on a à nouveau une interaction entre technologie et société qui est très importante à mon avis pour comprendre les enjeux du big data. Le big data maintenant, quand on y a travaillé un petit peu dans le laboratoire de sciences sociales d'Orange, on s'est rendu compte qu'il y avait deux tensions qui existaient en permanence dans les discours. Il y a une première tension qui est assez classique, qui revisite à nouveau les deux débats que j'ai présentés, qui est la tension entre l'hypercentralisation, on pourrait dire par
la NSA américaine est tenante de cette hyper-centralisation où toutes les données doivent être rassemblées dans un lieu central et contrôlé par le haut. Et puis à l'inverse, d'autres préconisent et développent des solutions locales. On a des concepts comme le VRM, le Vendor Relationship Management, qui redonne à l'individu le pouvoir sur ces données. On a l'idée que les données pourraient être gérées par des petites communautés, par des petites structures. Donc on a cette tension entre le centralisé, le tout-puissant, le gigantesque d'un côté, et puis de l'autre, le local, l'individu, la petite communauté. Et puis la deuxième tension, qui ne recouvre pas tout à fait exactement la première, mais qui quand même s'y rajoute beaucoup, en tout cas qui a beaucoup de cohérence avec celle-là, c'est une tension plus théorique qui va séparer ceux qui, comme Chris Anderson, le rédacteur en chef de Wired aux États-Unis, du magazine, écrivait à la fin de la décennie 2000 que les données pouvaient parler par elles-mêmes. Et là, on rejoint exactement la toute-puissance de la photo que vous nous avez montrée. Ce qu'explique Chris Anderson, et beaucoup vont le suivre, c'est qu'on n'a plus besoin de modèles, on n'a plus besoin de théorie. Il suffira de laisser les machines faire tourner les masses considérables de données que vont nous apporter le big data pour avoir des résultats en marketing, mais aussi des résultats en sciences, des résultats en compréhension de nos sociétés. Bref, on peut abandonner les modèles, on peut abandonner la théorie, on peut enfin se concentrer à quelque chose d'uniquement pragmatique, qui est le fait que les données vont parler d'elles-mêmes. Et puis de l'autre côté, on a des chercheurs, je pense à Laszlo Barabasi, un physicien, mais qui est très connu dans la network theories et dans toute la science des réseaux, qui lui considère au contraire que les réseaux ont une forme universelle, qu'elles ont des racines et des structures internes qui sont valables pour tout et à tout moment, dans les sociétés humaines, dans l'Internet, dans les réseaux de molécules. Et que cela détermine d'une certaine façon une structure plus plate, un monde là aussi sans perspective, un peu comme dans l'image que vous nous avez montrée, mais qui a des régularités et qui permet de montrer un monde qui sera moins hiérarchique, moins centralisé qu'il ne pouvait l'être. Quand on combine maintenant ces deux tensions, on arrive à deux personas, deux idéotypes, d'une certaine façon, qui permettent de mieux comprendre les enjeux de ce big data. D'un côté, il y a ce que nous avons appelé le césarisme pragmatique. Césarisme au nom de la dictature vertueuse de la République romaine. Cincinnatus, dont la mémoire a été récemment revisitée dans un débat que nous avons tous suivi ici, qui était une dictature qui était extrêmement encadrée et qui n'était évidemment pas Saddam Hussein ou Adolf Hitler, mais quelque chose qui était très encadré, très surveillé, avec des règles très précises. Et ce césarisme pragmatique, c'est par exemple Barack Obama, qui est évidemment tout sauf un dictateur au sens où le langage commun utilise cette notion, mais quelqu'un qui va vous dire, oui, certes, on empiète sur votre vie privée, certes, on écoute vos communications, certes, on regarde ce qu'il y a dans vos mails, mais regardez ce que cela nous permet. On évite les attentats, on évite le terrorisme, donc d'une certaine façon, de façon pragmatique, nous devons accepter ces petites entorses à notre vie privée. Certaines grandes entreprises, je ne vais pas les citer ici, ont un peu le même discours, en nous expliquant là, pas tant qu'elles vont permettre de lutter contre le terrorisme, mais que, certes, on va perdre beaucoup de notre vie privée, mais de l'autre côté, on va gagner des services tellement formidables qu'on a tous à y gagner. Donc on a ce premier modèle qui est peut-être le modèle dominant aujourd'hui, mais il y a un contre-modèle qui existe aussi dans nos sociétés que nous avons appelé, nous, l'utopisme technophile, dont la figure marquante pourrait être Jeremy Rifkin, par exemple, qui écrit des livres et des ouvrages que vous connaissez tous, qui au contraire insiste sur le fait que le big data, les énergies renouvelables pourraient permettre de redonner du pouvoir au local et de créer des sociétés plus apaisées dans lesquelles le local et l'individu retrouveraient une place centrale au lieu des grandes structures centralisées. Donc le but de ce petit voyage que je vous ai proposé n'est évidemment pas de vous donner une réponse affirmative, mais de mieux éclairer les lignes de tension qui existent dans les débats sur le big data pour comprendre que derrière tout cela, c'est nous aussi qui sommes responsables de l'avenir de ce que sera le big data. Nous ne devons pas subir quelque chose, mais comprendre que de nos débats, de ce que vous écrirez, de ce que nous écrirons, de ce que nous publierons, vont pouvoir se formater certains usages de la technologie qui ne sont pas indépendants de nos actions et de nos volontés. C'est uniquement ce que j'ai cherché à vous démontrer en quelques minutes. Je vous remercie de votre attention.